Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'African Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur les enjeux de l'eau, avec un dossier consacré aux menaces sur les réserves d'eau en République démocratique du Congo. Au programme également de cette émission, l'opposition nigérienne réclame un scrutin crédible à l'approche de la présidentielle. Et en Égypte, les corps de 15 migrants africains ont été retrouvés à proximité de la frontière israélienne dans le désert du Sinaï. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes Daouda Tal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Jean-François Candy-Combé, bienvenue. Merci Fanny pour cet accueil, bonsoir à toutes, à tous. Et Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, l'actualité du jour. Au Niger, à 4 mois de la présidentielle, l'organisation du scrutin est au centre des préoccupations. L'opposition réclame un audit du fichier électoral. De son côté, le pouvoir estime que le fichier est le fruit d'une démarche consensuelle. Birama Saonera. Au Niger, le premier tour de la présidentielle, couplé à des législatives, est prévu pour le 21 février 2016. À quelques mois du scrutin, l'opposition critique le processus mis en place. Des institutions sont notamment mises en cause, la commission électorale et la Cour constitutionnelle. Des leaders d'opposition reprochent à la Cour constitutionnelle d'être proche de l'exécutif. Pour les partis au pouvoir, le PNDS, Taraya, il n'en est rien. La composition de la Cour constitutionnelle serait le premier gage de son impartialité et de sa crédibilité. La Cour constitutionnelle du Niger, par construction, ne saurait être inféodée au pouvoir exécutif du Niger pour une raison très simple. C'est que l'exécutif n'y est représenté que par une seule personne, celle que le président de la République est habilité à nommer en vertu de la Constitution. Une deuxième personnalité est désignée par le président de l'Assemblée nationale et en l'occurrence, ça a été fait à l'époque où c'était M. Ahmadou qui était président de l'Assemblée nationale et pouvait désigner son représentant, ce qu'il avait fait. Quant aux autres, 2 sont élus par leur père, par des magistrats. Ça doit être des magistrats du premier et du deuxième grade. Sur le plan économique, le Niger est confronté au délestage. Pour certains observateurs, à Niamey, la capitale, comme dans plusieurs autres villes du pays, les délestages sont encore présents. Le Nigeria fournit en effet au Niger une partie de son énergie électrique. Selon les autorités, le problème a principalement pour origine les mouvements de grève qui secouent le secteur de l'énergie au Nigeria voisin. Je sais que nous sommes le pays qui emploie au moins de délestage dans la sous-région. Je suis formel là-dessus, premièrement. Deuxièmement, pour mettre fin au délestage, nous avons construit une centrale électrique de 100 MW au cours de ce trimestre-là, très certainement, ou tout au plus, au début du trimestre prochain, nous en prendrons livraison. C'est notre réponse, c'est la réponse du président Issoufou à ce problème justement de délestage. Afin d'asseoir son autonomie énergétique et ne plus dépendre de l'interconnexion avec le Nigeria, les autorités nigériennes se sont engagées sur des autres projets à partir de 2016. Il s'agit notamment du barrage de Kandaji et l'usine à charbon de Salkadamna. Le président Mahamadou Issoufou a été investi pour un deuxième mandat le 7 novembre 2015. L'énergie, les transports et la sécurité sont des priorités de son programme de société. Daouda, est-ce que les revendications de l'opposition concernant à la fois le fichier électoral et la composition de la Cour constitutionnelle vous semblent légitimes ? Oui, tout à fait. Ça me semble tout à fait légitime, Fanny. On sait très bien que dans la plupart des élections, d'ailleurs, en Afrique, ça c'est le gros problème, c'est-à-dire avoir un fichier électoral transparent, fidèle en tout cas à la représentativité de l'électorat de manière générale. Or, c'est pas souvent le cas en Afrique. Dans le cas du Niger, il faut faire confiance à l'opposition. Si, généralement, l'opposition a un certain nombre de représentants un peu partout. Et puis, apparemment, il y a des listes qui se retrouvent dans un endroit, qui auraient dû être dans un endroit et qui se retrouvent dans un autre, d'autres localités. Donc, à ce titre-là, c'est important, avant d'aller aux élections, d'avoir un fichier transparent de manière à exclure, par exemple, les décès, inclure les naissances, ceux qui ont atteint la majorité, afin de faire de la manière la plus fidèle possible pour avoir une élection représentative de la population, parce que c'est aussi ça la démocratie. Le fichier électoral est un élément central dans une élection.
Jean-François, au Niger, il y a plusieurs affaires judiciaires en cours où sont impliquées, ou en tout cas présumées pour l'instant, plusieurs personnalités politiques. Est-ce qu'il y a une sorte de défiance entre, en tout cas de l'opposition envers le pouvoir ? Mais Fanny, c'est précisément le mot que vous avez employé, le mot qui pour moi résume l'ensemble de cette situation, confiance, défiance. Je pense que les institutions comme ça dans l'absolu, la composition de la commission électorale, la composition de la Cour constitutionnelle, dans l'absolu, ne pose pas de difficulté. Dans beaucoup de pays africains, même en dehors de l'Afrique, parmi les membres de la Cour constitutionnelle ou d'un conseil constitutionnel, il y a toujours une personnalité désignée par le président de la République ou le chef de l'exécutif, un autre désigné par le chef du législatif. Ça n'a jamais posé de difficulté nulle part. De la même manière, dans les commissions électorales, y compris dans la commission électorale du Niger, il y a des représentants de l'opposition et les listes électorales sortent de là. Donc, a priori, on pourrait se dire, premièrement, que soit de deux choses l'une, il y a consensus et à ce moment-là, il n'y a pas de difficulté, soit il n'y a pas consensus, mais à ce moment-là, il y a d'autres voies de droit qui permettent d'aller devant le juge administratif ou devant la juridiction constitutionnelle, mais précisément, la confiance n'y étant pas, on a des sortes de contestations à répétition, voire par saccade. La contestation d'abord de la liste électorale qui serait truffée d'erreurs, mais s'il est truffé d'erreurs, vous savez de quelles erreurs il s'agit, donc vous pouvez faire des dossiers, constituer des dossiers et aller devant la juridiction, laquelle Cour constitutionnelle, deuxième stade, on conteste la légitimité de la Cour constitutionnelle. Finalement, cet élément de confiance n'est pas là et c'est sans doute l'étincelle qui manque pour faire des élections apaisées, alors même que les éléments objectifs sont là. Je ne veux pas dire que les élections sont très bien organisées au Niger. Il peut y avoir difficulté, il peut y avoir contestation, mais précisément, quand on a confiance dans les institutions de son pays, en particulier dans les institutions judiciaires, on va devant le juge plutôt que de faire des déclarations tapageuses en disant « nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, mais vous proposez quoi pour résoudre cela ?» Et d'une certaine manière, c'est un peu regrettable qu'en Afrique, partout ailleurs, les élections sont un facteur d'apaisement de la vie politique et de la vie démocratique. Chez nous, les élections nous annoncent toujours des volcans en éruption, des volcans dormants qui vont entrer en éruption parce que le diable de l'élection est venu se jeter par là. C'est dommage. Dommage. Jean-Marie, il n'y a plus que 4 mois avant cette élection présidentielle. Rapidement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le climat favoriserait une élection crédible et transparente ? Je pense pas, parce que on a parlé des opposants qui ont été arrêtés. Jean-François a exposé la partie, si vous voulez, juridique de la chose. Mais ces institutions-là existent, mais sont-elles opérationnelles ? La crédibilité au système, c'est la crédibilité des individus qui donnent la confiance à un système. Dès l'instant que ce système-là, les individus n'ont plus confiance, ça veut dire qu'il n'est plus opérationnel. Donc dès cet instant-là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai cru entendre dans le reportage qu'on me parle, si vous voulez, de procédure consensuelle. Sauf que si la consensualité était effective, il n'y aurait pas de contestation en tant que telle. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu de procédure consensuelle. Donc dès cet instant-là, j'ai l'impression que le président Issoufou, en arrêtant déjà ses opposants, c'est-à-dire lui-même, il se met, comment dirais-je, à la marge de la propre élection de son pays, étant le président sortant. Comment est-ce que vous pouvez arrêter 2, 3, 4 personnes qui ont posé leur candidature à une élection présidentielle? Donc ça fait souvent jaser le monde entier et notre crédibilité, si vous voulez, en souffre énormément. Merci. Dans l'actualité également, en Égypte, les corps de 15 migrants africains ont été retrouvés à proximité de la frontière israélienne dans le désert du Sinaï. Pour l'heure, les circonstances de leur mort n'ont pas été élucidées, mais la région est connue pour être un lieu de passage devenu instable ces dernières années avec la présence de groupes terroristes. Arwa Barkala. 15 corps de migrants africains ont été retrouvés dans le désert du Sinaï, près de la frontière israélienne, ce dimanche 15 novembre. Les circonstances du drame n'ont pas été éclaircies, pas plus que la nationalité des migrants victimes par arme à feu. Parmi ce groupe de réfugiés africains, 8 blessés ont été hospitalisés. Souvent, les passeurs, quand ils sont acculés, ils ont continué leur chemin, ils se débarrassent des migrants en les tuant. Et puis, en même temps, il faut dire que c'est une zone où il y a beaucoup de terroristes et d'Al-Qaïda ou Daesh, donc ils peuvent être des proies faciles éventuellement s'ils ne veulent pas rester pour travailler pour Daesh.
Depuis le soulèvement égyptien en juillet 2011 contre l'ancien président Hosni Moubarak, le désert du Sinaï est devenu une plaque migratoire pour les personnes en provenance d'Érythrée notamment. C'est aussi dans cette région de l'Égypte que djihadistes et militaires se confrontent régulièrement. La menace, elle est très volatile. Il y a à la fois les opposants égyptiens au pouvoir, les Palestiniens, et puis les partisans de Daesh. Ce qu'il faut, c'est effectivement faire tarir la source justement de l'immigration par des politiques conséquentes en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que les autorités assurent la bonne gouvernance, la bonne répartition des sources de la croissance, l'éducation et puis surtout donner le travail, l'emploi à la jeunesse africaine qui part mourir comme ça dans le désert. Peuplée de 260 000 bédouins, l'immense péninsule du Sinaï reste une zone démilitarisée, rétrocédée par Israël à l'Égypte en 1975. Le drame survient 3 jours après le sommet pour l'immigration qui a réuni les chefs d'État européens et africains à Malte les 12 et 13 novembre 2015, où la somme de 1,8 milliard d'euros a été débloquée pour la création d'emplois en Afrique. Jean-Marie, cette région du Sinaï, elle est particulièrement dangereuse. C'est une zone qui est dangereuse parce que c'est un no man's land, si vous voulez, actuellement. Heureusement tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez le nouveau président égyptien qui est arrivé. Je ne veux pas juger, si vous voulez, du reste de la politique, mais il a quand même contribué à stabiliser cette région-là, dans la mesure où on sait que les soulèvements qu'il y a eu, ça a créé une déstabilisation de toute la zone. Et donc, à partir de cette déstabilisation, il y a des milices qui sont formées. Vous avez, il ne faut pas oublier, parce qu'on semble l'oublier aujourd'hui, vous avez, les islamistes qui étaient au pouvoir régulièrement en Égypte. Donc, dès l'instant que vous avez, ces gens-là sont partis du pouvoir, dans quelles conditions? Les conditions que nous savons. Donc, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, vous avez les supporters de l'ancien régime qui vont se mettre, à la recherche de la déstabilisation du pays. Donc, ils ont une zone de retrait. La zone de retrait, ça va être quoi? Ça va être le Sinaï, dans lequel vous allez retrouver, c'est-à-dire ces gens-là vont trouver des factions qui pensent la même chose qu'eux. Donc, à partir de là, ça va rendre le Sinaï aujourd'hui comme étant un lieu très, très, très difficile à faire vivre pour les migrants. Donc, ça voudrait dire quoi? Vous avez éventuellement, les migrants en question dont on nous parle, éventuellement, sont des gens qu'on a demandé éventuellement d'intégrer, si vous voulez, les différentes factions, et que ces personnes-là ont refusé. Qu'est-ce qu'ils font dans ces conditions-là? Dans ces conditions-là, ce sont des personnes qui sont abattues. D'un autre sens, vous avez quoi? Vous avez des gens qui sont là pour les trafics, si vous voulez, dès l'instant que vous ne voulez pas rentrer dans des associations comme celle-là. Ça voudrait dire que vous signez votre arrêt de mort quelque part. Daouda, ce drame survient 3 jours après le sommet de Malte sur la crise migratoire. Des mesures ont été annoncées, dont le fonds de 1,8 milliard d'euros. Est-ce que ces mesures vous semblent efficaces? Non, c'est une petite goutte dans l'océan, on va dire. Parce que il faut d'abord s'attaquer aux causes pour lutter contre les migrations, puisque logiquement personne n'a envie de quitter son territoire, ses proches, sa famille pour aller immigrer ailleurs vers un avenir lointain et incertain finalement. Donc quelque part annoncer de l'argent, une telle enveloppe. Ça peut permettre peut-être de soutenir, en tout cas, tout ce qui est sauvetage, tout ce qui est, en tout cas, lutte contre le trafic illégal au niveau des côtes, d'où partent les migrants. Mais ce qu'il faut, c'est de vraies politiques de développement à l'échelle des pays. S'il s'agit d'une migration de développement, parce qu'il faut distinguer la migration de développement et la migration de conflit, entre guillemets. Donc pour les conflits, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'issue tout de suite. On ne peut pas bloquer les gens qui fuient la mort. Donc voilà, pour l'instant, les mesures qui sont annoncées sont celles-ci, mais elles ne seront pas efficaces. Il faut d'autres dans le long terme. Merci. Nous allons marquer une courte pause. Dans la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.